de sa plume. Voilà. Alors, Sherlock Holmes. Ça s'imposait. Voilà, ça s'imposait. Alors, ça s'imposait pourquoi, notre partie? Ah ben ça s'imposait pour 3 raisons. La première, c'était une question de date. L'année dernière, c'était les 150 ans de la naissance de Sir Arthur Conan Doyle, qui n'est pas sans lien avec Sherlock Holmes, même si on peut s'interroger sur le lien exact. La seconde raison de date, c'était la sortie du film de Guy Ritchie. C'est fait maintenant depuis 2 jours, qui fait qu'on allait beaucoup parler de Sherlock Holmes, en bien, en mal et dans toutes les langues. Donc il y avait une seconde raison. Et puis la troisième, c'était une aventure personnelle. C'est-à-dire que l'aventure personnelle a fait que se sont croisés à la fois une replongée dans l'univers de Sherlock Holmes, lors d'un voyage à Londres en janvier 2008, et puis une exploration du château du Haut-Königsbourg l'été suivant, l'été 2008, pour le centenaire de la restauration du château, pour une série d'articles parus dans mon journal, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Donc ces 3 facteurs-là ont fait que petit à petit a mûri l'idée, et l'idée est née à l'automne de l'année dernière, de se dire, il y a un rapprochement à faire, il y a quelque chose à faire entre ce château du Haut-Königsbourg et l'univers de Sherlock Holmes, parce que les dates concordent. Parce que le chantier du Haut-Königsbourg commence aux alentours de 1900, le château est cédé par la ville de Sélestat à l'empereur en 1899, très officiellement en mai 1899. Le chantier de fouilles et de restauration démarre en 1900, avec l'architecte Bodo Ebhardt, et l'inauguration, très officielle, sous la pluie d'ailleurs, avec de beaux costumes médiévaux dessinés par les Hochnoug, se fait le 13 mai 1908. Et puis en 1908, à la Grande Guerre, il restait un emplacement assez intéressant pour y situer quelque chose. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du Channel, Sherlock Holmes est soi-disant en retraite. Les Holmésiens très stricts, qui suivent la chronologie des aventures du détective, savent que l'épisode qu'on appelle la crinière du lion, qui se passe sur les plages du Sussex, donc dans le sud-est de l'Angleterre, est probablement de l'année 1907, et puis le dernier épisode connu, officiel, de la vie de Sherlock Holmes, se passe le 2 août 1914, à l'ouverture de la Grande Guerre, où vous le savez, il fait arrêter un espion allemand et démantèle tout un réseau d'espionnage allemand après 2 ans d'infiltration. Entre 1907 et 1914, qu'est-ce qui se passe? D'après le docteur Watson, il s'occupe de ses abeilles, tout simplement. Il est à la retraite. Moi, j'en croyais pas un mot. Je me suis dit, il est disponible, ça veut dire qu'il a réglé un certain nombre d'énigmes pendant ce temps-là, dont le bon docteur Watson ne veut pas nous parler, ou pas encore, qu'on n'est pas mûr, ou que, etc. Vous savez, une espèce de prudence qu'a Watson pour raconter certaines affaires, mais il y en a qu'il n'a jamais raconté, après les avoir cités à plusieurs reprises. Donc finalement, moi, j'ai embauché le détective disponible pour régler le mystère que j'avais un peu fabriqué moi-même. Je sais, c'est un peu tordu, mais ça vous donne ce petit livre auquel j'espère certains peuvent trouver plaisir. Un roman. Alors c'est pas une simple nouvelle. Hein. C'est pas un ensemble de nouvelles, c'est bien un roman. C'est pas un ensemble de nouvelles, c'est un roman de 91 ou 12 pages, si vous êtes dans la première ou la deuxième édition, et qui 12 chapitres, tout simplement. Le premier chapitre est un prélude historique, il faut un petit peu pénétrer dans l'histoire du château et comprendre ce qui a pu s'y tramer, puisqu'évidemment Sherlock Holmes va bien comprendre que c'est dans l'histoire du château qui a été la propriété de Frédéric Barberousse quand même, il ne faut pas oublier, que se creuse le mystère que lui-même va être obligé de dénouer. Oui, parce que le roman en réalité ne commence pas dans les années 1900, hein, il commence au XIIe siècle. Il commence en 1233 ou quelque chose de ce genre, et il est écrit par un Watson vieillissant dans les années 30. J'ai choisi la date de 30 parce que c'est la date de décès de Sir Arthur Conan Doyle, mais on peut faire le lien comme on peut l'oublier, hein, tout simplement. En tout cas, qui se souvient de ce séjour en Alsace, qui se situe là, lui, au printemps 1909. Alors ensuite, après ce prélude historique, eh ben, on part à Londres, bien évidemment, il faut bien passer au moins une journée à Londres dans une histoire holmésienne, et puis après on vient ici, en Alsace. Alors, ce que je voulais, ce qui me stimulait un petit peu dans l'écriture de ce roman, c'était donner au moins une semaine en Alsace à Sherlock Holmes. Parce que ceux qui connaissent bien Sherlock Holmes savent qu'il n'y passe que quelques heures de sa vie, dans ce qu'on appelle le canon, dans les 60 aventures officielles signées de Sir Arthur Conan Doyle, et nous savons tous que le docteur Watson a écrit, bien entendu. Bon, il passe quelques heures en 1891, au mois d'avril. C'est l'épisode qui s'appelle Le Dernier Problème, dans lequel il quitte l'Angleterre pour passer sur le continent, parce que c'est le moment où il espère faire tomber la bande du fameux professeur Moriarty. Il a donné à Scotland Yard tous les éléments qu'il faut pour arrêter tout le monde,
et puis il y a une espèce de course de vitesse avec Moriarty. Watson et Holmes prennent le train à Londres, vont jusqu'à Canterbury, changent de train pour que Moriarty les perde, et puis ensuite passent sur le continent, laissent leur bagage aller jusqu'à la gare du Nord, où ils sont peut-être toujours d'ailleurs, parce que eux ils partent sur Bruxelles pour que Moriarty ne les retrouve pas, et puis de Bruxelles ils partent à Strasbourg. Il y a 2 lignes. Il faut dire ce qu'il faut à Strasbourg. Ça, dans un hôtel près de la gare. Il y a un hôtel près de la gare dans lequel ils mangent. On n'est même pas sûr qu'ils y aient dormi puisqu'ils repartent dans la soirée. Et ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent un télégramme qui leur dit toute la bande est arrêtée, sauf. Et ce sauf qui est important puisque le professeur Moriarty lui-même n'a pas été arrêté. Et puis on l'apprendra plus tard, le principal de ses lieutenants qui s'appelle le colonel Sébastien Moran. Donc et Holmes dit ah les imbéciles, je crois pas que c'est le terme exact qu'il emploie en anglais, maintenant c'est un combat à mort, il comprend que ça va être un combat à mort avec Moriarty, et le texte dit, et ils reprennent le train le soir même, ils partent vers Bâle, ensuite vers la Suisse, Meiringen, et c'est là qu'il y aura le combat des 2 hommes qui tombent dans les chutes de Reichenbach. Donc il n'y avait que quelques heures à Strasbourg. Je trouvais que c'était nettement insuffisant. Il fallait un peu plus de temps en Alsace. D'autant plus que en 2000 a été écrit un pastiche de Sherlock Holmes qui s'appelle La Vendetta de Sherlock Holmes. Comme vous le comprenez, ça se passe en Corse. Il y passe presque 2 ans. Presque 2 ans entre 1891 et 1894 dans ce trou de sa vie où on a pu placer tellement de pastiches. En 2003 est sorti un petit bouquin qui s'appelle Les aventures du jeune Sherlock Holmes à Pau, Béarn, là dans l'extrême sud de la France. Et depuis, il y a 4 tomes où il passe 2 ou 3 ans de sa jeunesse. Bon, c'était impensable qu'il ne passe pas alors une semaine dans l'Alsace. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Alors donc c'est la 2e incursion de Sherlock Holmes en Alsace, un petit peu plus longue que la précédente. Et on retrouve avec plaisir dans votre présentation de la situation un certain nombre d'ingrédients en fait, qui ont fait aussi le succès de la série et qu'on lit avec beaucoup d'émotion en réalité, ceux qui sont vraiment adeptes de la série. Et entre autres ça commence par un télégramme aussi, ou un courrier, une lettre que Watson reçoit de Sherlock Holmes. J'ai bien envie de vous lire. Je comprends pas parce que je trouve que c'est vraiment bien dans le ton Alors, cher ami, donc c'est Watson qui dit, cher ami, puis-je vous prier de vous libérer jeudi prochain et peut-être quelques jours de plus ensuite. Je serai en effet à Londres. Mon frère Mycroft, veut me voir pour une affaire de haute diplomatie européenne sur laquelle il me demande un secret absolu. Ce qu'il m'en écrit me laisse penser que nous ne serons pas trop de 2 pour nous y frotter. Mycroft nous attend au Diogène Club. Diogène Club aussi, hein, qu'on a eu l'occasion de... Qui est tout à fait catholique, voilà, exactement. À 3h de l'après-midi, auriez-vous la gentillesse de passer me chercher à la gare à 2h, je vous dirai alors ce que je ne puis écrire. C'est un peu l'entrée. C'est l'entrée dans le roman, c'est l'entrée dans le roman, et on apprendra, je ne vais pas déflorer, parce que tout le monde ne l'a pas lu encore ici, visiblement, mais c'est l'entrée dans le roman, et on apprendra que Holmes est mandaté en quelque sorte par le Foreign Office, donc par le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, pour régler un délicat problème diplomatique dont on pense qu'il a sa source, sa racine au château du Haut-Königsbourg. Château du Haut-Königsbourg qui est en Allemagne, à l'époque bien entendu, dans le Reichsland, dans cette terre qui a été acquise par l'Allemagne par le traité de Francfort et qui est donc maintenant propriété collective des États allemands. Et comme il faut une couverture, il va y avoir toute une discussion avec Mycroft dans ce fameux club. Vous savez, le Diogène Club, c'est celui où alors, horriblement misogyne, jamais une femme n'en passe la porte, bien évidemment, et où on n'a pas le droit de parler non plus. On n'a pas le droit de s'intéresser à ses voisins, et moins, c'est le club de la misanthropie absolue. Chacun dans son fauteuil, et on n'a même pas le droit de faire comme si on avait remarqué l'autre. Ça, c'est le domaine de Mycroft Holmes, qui est quelqu'un d'extrêmement sédentaire, beaucoup plus futé que Sherlock Holmes lui-même. D'ailleurs, le petit frère Sherlock le reconnaît, il est beaucoup plus malin que moi, mais en revanche, il déteste aller sur le terrain. C'est la grande différence. Donc, Mycroft, que je me suis amusé à brosser un petit peu, a des liens, semble-t-il, assez nets avec le Foreign Office. Les Holmésiens qui se sont penchés là-dessus pensent même qu'il était l'un des patrons des services secrets du Royaume-Uni, mais bon, là-dessus, on n'a pas de certitude. En tout cas, lui, il leur dit, vous avez une mission, il faut découvrir ce qui se trame au Königsbourg, et je vous offre une couverture. Vous allez dire que, en fait, maintenant que vous êtes, vous, Dr Watson, relativement âgé encore, là, la cinquantaine à peine passée, hein. Et puis, toi, Sherlock, que tu es soi-disant à la retraite, eh ben, on va dire que vous vous intéressez à la reconstruction des châteaux forts. Bon, et donc vous allez, pour semer l'échange, donner l'échange, vous allez aller d'abord à Pierrefonds qui se trouve en France en l'occurrence, et qui a été reconstruit sur la rue, puis ensuite vous irez au Königsbourg, qu'on est en train de reconstruire pour Guillaume II. Et bien évidemment, vous imaginez bien que derrière il y a autre chose à chercher, et c'est comme ça que j'introduis le roman, et puis ensuite, de Londres, on filera vers Strasbourg, d'abord à Paris, ensuite à Strasbourg.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, oui.